par une coopérative de crédit. Alors chaque mois, il payait ça pour, après la présidence, un jour avoir donc cet endroit pour se retirer. Et cette entreprise a fait faillite et a été reprise par une de ces grandes entreprises de construction qui était justement involvée dans le scandale de la Petrobras. Et là, on a offert à Lula un autre appartement. Et le couple l'a visité une première fois, a refusé. Et ils leur ont proposé donc de faire des travaux et ils sont retournés le voir et ils ont encore refusé. C'est tout. Mais ça suffit à Moro de le condamner à 12 années de prison. Le deuxième procès pour lequel il a été condamné à 17 ans de prison, c'était aussi... alors il a utilisé une maison de campagne d'un ami de 30 ans pour se ressourcer avec sa famille. Et donc ils ont dit qu'il avait donc eu une prise de bénéfices illicites. Je veux dire, si moi j'avais une maison de campagne en France et que Jean-Luc Mélenchon voulait en profiter, franchement, je l'offrirais avec plaisir, je ne demanderais rien en échange. Hein. Donc j'imagine qu'un vieil ami de Lula, il est très heureux de lui faire ce plaisir. Parce que Lula, il vit depuis 26 ans dans le même appartement à San Bernardo, quand même. Bon, donc avec ça, on a réussi, premièrement, à le mettre en prison. Enfin, pas tout de suite. Hein. On a commencé d'abord à faire une conduction coercitive où les journaux ont été informés avant tout le monde que la police allait invadir la maison de Lula à 6 h du matin. Il y a eu des écoutes illégales auprès des avocats de Lula. Donc les procureurs, ils étaient au courant de tout ce qui se disait entre la défense et leurs clients. Et il y a eu surtout des conversations téléphoniques entre Lula et Dilma. Alors Dilma, à ce moment-là, elle avait son gouvernement qui battait de l'aile parce que c'était une présidente extrêmement intelligente, intègre, mais qui n'était pas très douée pour les négociations avec les autres forces politiques. Et donc, son gouvernement n'allait pas très très bien. Et puis à ce moment-là aussi, la crise de 2008 était finalement arrivée jusqu'au Brésil, donc il y avait un peu plus de chômage, un peu plus de difficultés financières. Et donc les gens étaient mécontents. Et alors là, Moro et ses sbires, ils ont écouté 21 conversations entre Lula et Dilma, où Dilma lui a proposé de devenir une sorte de Premier ministre pour l'aider à maintenir son gouvernement. Et il a d'abord refusé, et puis finalement il a accepté. Alors là, cette conversation a été publiée dans les médias, ça passait en boucle dans la télévision. Et je dois reconnaître, moi à l'époque, j'étais très occupée à monter ma petite entreprise là-bas, donc j'ai fait du fromage français, évidemment. Et donc du fromage brésilien, avec l'accent français. Donc oui, j'écoutais ça à la télévision, mais oui, j'ai dit, mais c'est un aveu, il doit être coupable. Parce qu'en fait, au Brésil, tout le monde est confronté à la corruption. On est confronté à la corruption auprès de son maire, auprès du notaire. Hein. Donc, voir que ça arrive dans les plus hautes sphères, évidemment, tout le monde était terriblement déçu de Lula. Et je pense que c'est ça qui explique qu'ils ont pu voter pour Bolsonaro. Parce que les Brésiliens sont des gens extrêmement passionnels. Ils ne pardonnent jamais la trahison en amour. Et ils ont dû se sentir trahis comme on est trahi par un amant infidèle. Ouais. Lui aussi, Lula, il nous aurait trompés. Et donc, est arrivé le moment où on l'a mis en prison. Il a été enfermé pendant 580 jours à la prison de la police fédérale à Curitiba, où Jean-Luc Mélenchon est allé lui rendre visite. Moi, j'y étais aussi à ce moment-là. Et... pas en prison, hein. J'étais devant, parce que les militants ne l'ont pas oublié. Et pendant les 580 jours, il y a eu une vigie, c'est-à-dire des personnes présentes en permanence, donc avec des syndicats, le Parti des travailleurs, mais surtout le mouvement des sans-terre, le MST, qui ont maintenu donc en permanence cette vigie devant la prison, et tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on a salué le président Lula dans sa prison. Et quand il est sorti, donc c'était le 8 novembre 2019, il n'était pas encore complètement libre, il était en liberté. Finalement, on a continué à lutter pour
que les procès contre lui soient annulés, et c'est arrivé au mois de février et mars. Une première décision qui a dit que finalement le juge Moreau n'était même pas compétent. Une deuxième décision qui dit que c'était aussi un juge suspect. Suspect, c'est-à-dire il était partiel. Et il a pris parti contre Lula. Et donc maintenant Lula est libre et nous espérons qu'il sera candidat et nous espérons qu'il sera de nouveau le président du Brésil et en même temps que Mélenchon, le président de la France. Voilà, et on est avec eux, au Brésil et un petit peu aussi en France. Merci Elisabeth. Elisabeth, je voulais à tout prix qu'il soit parmi nous, parce qu'Elisabeth fait un travail militant remarquable sur place. Et c'est un hommage aussi à tous les Français qui sont à l'étranger et qui sont militants, pas seulement sur les affaires de la France, mais qui participent activement aussi dans chaque pays à militer et activement comme ils le font. Alors Elisabeth, tu embrasses à tous les Français qui sont à l'étranger et qu'on les demande de s'activer beaucoup pour la campagne, qu'on a besoin de chaque voix aussi des Français à l'étranger. Donc, pour la petite histoire, les meilleurs fromages qu'on a mangé avec Jean-Luc à la sortie de la prison de Curitiba, Elisabeth, il était là avec son plateau, très souriant, et on a passé une superbe soirée avec tous ces militants qui restaient plus de 500 jours. Alors, Elisabeth, il a fait le voyage, il a été une quarantaine parce qu'il venait du Brésil, mais à tout prix, il voulait être avec nous. Donc, bravo et merci beaucoup. Et on va l'envoyer là-bas au Brésil parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Voilà, merci. Merci. Merci Lisa d'être avec nous aujourd'hui. Après le Brésil, je vous propose un passage par un autre pays qui nous est cher aussi, c'est la Bolivie, qui est à côté, c'est vrai, qui est frontalier. La Bolivie avec notre invité Jean-Paul Guevara, qui est l'ancien ambassadeur de l'État plurinational de Bolivie en France et qui travaille actuellement au ministère des Affaires étrangères en Bolivie. Et donc après, vous savez ce qui s'est passé, après le coup d'État de 2019, notre famille politique est revenue au pouvoir par la voie des urnes, sans aucun coup de feu. Et de ce point de vue-là, la Bolivie est une grande source d'expérience et d'enseignement pour nous. Et je pense que Jean-Paul va pouvoir nous éclairer sur les fruits du succès bolivien et peut-être aussi des limites, mais surtout ce beau succès qu'est la présidence de Luis Arce et David Choquehuanca. À toi, Jean-Paul. Merci. Alors, oui, bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer par remercier l'invitation, l'opportunité d'être ici. Remercier Christiane, Philippe, Jean-Luc, toutes les organisatrices et les organisateurs de l'événement. Mais plutôt remercier à vous, mes frères, mes soeurs, pour être ici et pour écouter un peu de la Bolivie et de l'Amérique latine ensemble. Donc, en Bolivie, comme bien a dit Philippe, on vient de sortir d'un coup d'État traumatisant. Vous savez qu'en novembre 2019, j'avais essayé de me faire comprendre en français, d'accord? J'appelle à votre compréhension. En novembre 2019, après plus de 36 ans interrompus de démocratie, parce qu'avant, vous savez, nous étions très fameux pour toutes les coups d'État en Bolivie, et l'instabilité politique. Mais en plus de 14 ans du gouvernement et de changement de la révolution démocratique culturelle à la tête d'Evo Morales et tous les mouvements sociaux indigènes en Bolivie, un coup d'État qui s'est préparé depuis des années s'est produit, avec la complicité et l'aide des gouvernements comme celui de Macri de l'Argentine, de Moreno d'Équateur
du Brésil et du Chili, toute cette entente de droite, et sous les auspices des États-Unis de Trump, un ensemble de mobilisations citoyennes et d'actions secrètes et affronté aussi des militaires, policiers et groupes oligarchiques boliviens ont réussi, à moitié pour le monde, à rentrer dans le gouvernement bolivien. Dans ces bras de fer, avec un gouvernement affaibli, c'est vrai, affaibli par ses propres contradictions et éloigné de sa base sociale, le président Evo Morales finit par démissionner et sortir en exil au Mexique. L'orphelinat dans lequel reste le camp populaire permet à la droite de mener à bien les massacres qui coûteront des 10 ans de vie, 37, et des centaines de blessés, et plus de déclencher en féroce persécution caractérisée par le racisme et la discrimination des personnes autochtones d'extraits populaires. C'est un le scénario des 2 derniers mois de 2019 et dans toute l'année 2020. Il a fallu du temps pour récupérer l'esprit du camp populaire. Il a fallu du temps pour reprendre l'initiative politique, mais après avoir vu la vraie face de la droite, et avoir vu de nouveau, de manière explicite, les raisons qui ont conduit à lutter contre un État colonial et discriminateur, nous sommes de nouveau réunis, nous nous sommes organisés et avons remporté une victoire qui est ni le plus optimiste des analyses politiques, ni le plus prudent de nos ennemis ayant prévu. On a gagné avec les 55% de tous les votes dans cette élection. Dans ce moment, nous avons décidé de récupérer les chemins de l'État plurinational et le paradigme du bien vivre, tout comme nous nous rebellons contre le racisme qui blesse la conscience individuelle et collective. Nous nous rebellons contre les discours qui circulent sur les scènes médiatiques qui portent atteinte à la vérité, à la complémentarité, à la révolution des idées et contre l'harmonie de coexistence entre les diverses. Comme vous le savez, le paradigme du vivre rien pose comme loi de vie les principes de la complémentarité, des consensus, de l'équilibre, de l'harmonie entre les différents, il n'y a pas d'excuse pour la confrontation. Sur cette expérience bolivienne, pour ne pas continuer avec les détails de l'histoire, que vous les connaissez bien, sur cette expérience, je voudrais faire quelques réflexions pour le processus politique de la Bolivie, de la région, et si c'est possible, pour quelques réflexions pour vous aussi, que vous pouvez profiter. La première chose, c'est que le néolibéralisme et ses agents internes en Bolivie, ainsi que les agents de grands pouvoirs corporatifs, n'ont plus de propositions cohérentes ou alternatives à la crise systémique qui a été provoquée par les mêmes modèles néolibéraux. Ça, c'est partout, pour tous les mondes. Pardon. Mais aussi, s'il est vrai qu'ils sont restés sans proposition, il est également vrai qu'ils ne sont pas prêts à abandonner le pouvoir et à perdre leurs privilèges de manière pacifique et ou négociée. Face au manque de propositions séduisantes, les élites qu'ils connaissent le mieux et
qui les attire le plus est la violence, une violence fasciste. C'est ce que nous avons vu en action en Bolivie, mais c'est les mêmes violences irrationnelles et avant qu'on voit agir en Colombie, comme on a bien écouté, et en la répression contre les mobilisations du Chili, contre les indigènes d'Équateur ou contre les mouvements populaires au Brésil. Ce ne sont pas des cas isolés ou des volontés individuelles qui sont hors de contrôle. Les cas de la Bolivie montrent en coordination et en soutien mutuel dans l'action des groupes fascistes, ce qui a conduit très souvent à parler d'un nouveau plan Condor du XXIe siècle. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'après 2 décennies de processus populaires et d'intégration, après presque 2 décennies d'or, on dit, en termes de progrès et de victoire du mouvement populaire de la région, les dirigeants, les gouvernements et les partis qui dirigent le processus de transformation se sont bureaucratisés et se sont éloignés de la base. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel ou d'un destin inévitable. Certes, tout gouvernement peut subir une usure au fil du temps, mais ce n'est pas le temps qui prie la pierre. C'est l'ensemble des petits et quotidiens des faits qui signifient laisser le discours de la droite s'imposer. C'est un combat culturel permanent. Ce n'est pas un hasard si en Bolivie le discours de la fraude électorale ou du caractère autoritaire du gouvernement du président Morales a eu un écho dans plusieurs secteurs de la jeunesse urbaine, les plus vulnérables à la manipulation médiatique, qui sont ensuite descendus dans la rue en pensant défendre, entre guillemets, liberté et droite. Ce n'est pas par hasard si certains secteurs urbains au Mexique, au Brésil ou en Argentine acceptent que ce sont des jeunes faibles, entre guillemets, qui bénéficient de la redistribution des ressources par le biais des obligations ou des bonus. Le processus de changement pour rester approfondir dans le temps, pour rester et s'approfondir dans le temps, nécessite un renouvellement permanent. Je ne parle pas d'une révolution permanente, mais plutôt d'un contact et d'une rétroalimentation continue avec les organisations populaires. Dans le cas spécifique de la Bolivie, je pense qu'elle peut se généraliser dans une certaine mesure pour la région. Le facteur colonial est une pierre fondamentale, l'un des piliers sur lesquels se construit et se cache le projet néolibéral. C'est le racisme et la discrimination endémique qui sont la colonne vertébrale de notre colonialisme. Les espaces où se cachent et se renforcent ce monde, les discours et les récits conservateurs et fascistes. On ne peut pas comprendre nos groupes oligarchiques et de droite si ce n'est pas sur le plan colonial. Une clé qui est transversale à la société et qui crée l'illusion dans les classes et les groupes urbains blanchettes de défendre leur liberté et leurs intérêts, alors qu'ils ne font que défendre des privilèges hérités du régime colonial qui est perduré, les plonge dans les ombres et les peurs. Plus de jeunes ont pris en compte et sont entrés dans le débat sur le point fondamental, qui est celui concernant le racisme qui est derrière la violence qui a éclaté en Bolivie avant et après octobre 2019. C'est toute une tâche
où non seulement le caractère humain des indigènes et des militants du processus de changement a été arbitraire, mais aussi la violence contre eux, les caractérisant par des personnes à caractère sauvage et désordre. Encore une fois, après plus de 500 années, l'image de la Bible et du discours religieux pieux ont servi d'instrument pour valider une guerre sainte entre la civilisation et la barbarie. C'est le refuge du récit de droite. La tradition, la religion, la famille et la civilisation progrès, ce sont les têtes de la hydre que nous affrontons. C'est le caractère colonial de nos sociétés. Nous devons changer de perspective et comprendre que la raison est un fait communautaire et que la vérité est un acte de communication. Que dans le domaine communautaire et communicatif, tout doit tendre à la vérité. Comme le dit le code Wipala, ce n'est pas un drapeau, c'est un code, la Wipala. Un code. Personne n'est mieux que quiconque et chacun est ce qu'il est. Que nous avons le même droit d'être entendus, que penser à la liberté est un droit de tous, que toute solution n'est qu'une alternative, qu'il n'y a pas de solution unique, qu'écouter les autres dans sa différence est une vertu alors que la peur ne respecte pas les autres. Et vous savez que nous avons beaucoup d'experts, nous expertons beaucoup le processus que vous avez commencé. Et nous vous accompagnons et je vais laisser les drapeaux, la Wipala, et c'est un code aussi, comme je viens de dire, pour que vous accompagnez pendant toute la campagne. Et la victoire sera pour vous. Okay. Merci beaucoup. Courage. Allez. Je voudrais que Philippe nous puisse lire les messages de David Choquehuanca qui nous a été adressé. Et d'ailleurs, c'est Jean-Paul qui nous a ramené de si loin ces messages si chaleureux. Merci pour cette Wipala qu'on va la garder, on va la tenir partout. Vous allez voir dans toutes les photos, c'est ressort avec ça. On va la garder précieusement. Précieusement. S'il vous plaît, on va donner lecture à ça en exclusivité pour vous parce que normalement c'était prévu pour dimanche. Mais je pense que c'est important que vous sachiez qu'est-ce qu'il dit ce gouvernement de la Bolivie de nous. Donc le message de David Choquehuanca, le vice-président de l'État plurinational de Bolivie, qui nous dit: frère Jean-Luc Mélenchon, frères et sœurs insoumises de France, sœurs et frères, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir me joindre à vous lors de cet événement capital qui aura de nombreux résultats importants pour le chemin que vous avez déjà entamé et qui, nous en sommes certains, vous conduira à de grandes victoires et à de grandes positions pour le bien du peuple français. Ensuite, je voudrais faire quelques brèves réflexions sur l'époque que nous vivons sur cette planète. Nous ne vivons pas une époque facile. Nous pourrions plutôt dire qu'il s'agit d'une époque turbulente, sombre, à la fois en raison de l'ensemble des crises systémiques auxquelles nous sommes confrontés, dont la crise climatique et la crise sanitaire sont les plus marquantes, mais aussi en raison de l'émergence et du renforcement des mouvements d'extrême droite sur le continent européen, mais aussi dans d'autres régions du monde. Cependant, ce sont aussi des moments d'engagement et d'espoir. Nous vivons à une époque où nous commençons à voir une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière est projetée par les mouvements sociaux, les peuples indigènes, les femmes, et surtout les mouvements politiques tels que les Insoumis, la France insoumise en France. Nous sommes en train de redevenir Hiwasa. Ce n'est pas moi, c'est nous. Le Hiwasa est la mort de l'égocentrisme. Le Hiwasa est la mort de l'anthropocentrisme et la mort de l'eurocentrisme. Nous sommes en train de revenir à Iyambe. Iyambe est un code qui a été protégé par nos frères Guaranis. Iyambe est une personne qui n'a pas de propriétaire,
Personne dans ce monde ne doit se sentir propriétaire de quelqu'un ou de quelque chose. En Bolivie, depuis 2006, nous avons commencé un dur travail pour relier nos racines individuelles et collectives à nos origines, pour redevenir nous-mêmes, pour revenir à notre centre, au Taipi, au Pacha, à l'équilibre d'où émerge la sagesse de l'une des plus importantes civilisations de notre planète. Nous sommes en train de récupérer nos connaissances, les codes de la culture de la vie, une forme civilisationnelle qui nous apprend à vivre en harmonie avec la nature, mais aussi entre les êtres humains, en cherchant à garantir le bien-être individuel et collectif ou communautaire. Nous sommes à l'époque de la récupération d'une identité post-anthropocentrique. Nous devons assumer la conscience que nous sommes une communauté de destin sur toute la planète, avec tous les êtres vivants en communion avec le multivers. Je tiens à vous dire que nous vous accompagnons dans votre démarche. En Bolivie, nous avons aussi nos insoumisos et insumisas, nos insoumis et nos insoumises. Ici, nous les appelons la ramas. La rama équivaut à un rebelle avec de la sagesse. Nous devons être la ramas, nous devons être insoumisos, insoumis face à toutes les injustices et toutes les actions qui sont menées contre notre Pachamama, notre terre-mère. Nous ne pouvons pas permettre que les systèmes de vie continuent d'être détruits juste pour satisfaire l'ambition et le profit de quelques sociétés et quelques familles. C'est pourquoi nous suivons avec beaucoup d'attente, avec beaucoup de joie et d'espoir la voie que vous avez choisie, la manière dont le peuple français répond à l'appel des insoumis, mais surtout en raison de la pertinence de la proposition que vous faites face à l'état de la planète. Nous avons tout un programme de questions et d'intérêts communs, car les insoumis ainsi que l'État plurinational de Bolivie sont conscients d'être une communauté de destin au niveau planétaire. La possibilité de construire une plus grande fraternité et une alliance vertueuse entre les peuples d'Amérique latine et de Bolivie et le peuple français sera une réalité s'ils arrivent au pouvoir. Espérons que tout ira bien. Khalala la France insoumise, khalala le peuple de France, khalala Jean-Luc Mélenchon, khalala la Pachamama. Merci beaucoup. Merci. C'est un très beau texte. Je pense qu'il faut qu'il soit partagé partout et que tout le monde sache ce qu'ils pensent les peuples boliviens. Luis Arce et David Choquehuanca de nous, de cette possibilité d'arriver au pouvoir très bientôt et changer aussi une partie de ce que nous pourrons changer. Je voudrais présenter à Maurice Lemoine qui n'a pas besoin de présentation. Maurice, en fait, c'est un des plus grands journalistes, une grosse tête, mais surtout une sagesse autour de l'Amérique latine. Là où il faut défendre l'Amérique latine, Maurice est là. Avec des analyses, avec des textes, des batailles idéologiques assez fortes. Nous avons demandé à Maurice qu'il a tout de suite accepté, parce qu'il a dit il faut qu'il y aille, il faut que je puisse exprimer quelque chose qui il le tient au cœur et que je pense que ça tombe très très bien. Pourquoi cette gauche française, parfois il est complètement silencieuse face à tous ces processus en Amérique latine. Pourquoi ça fait peur de parler de Venezuela? Pourquoi ça fait peur de parler de Cuba? Pourquoi personne ne veut parler de Bolivie? Pourquoi tout le monde dit c'est pas nous, non, peut-être, sont trop à gauche, etc. Voilà. Maurice, je ne parle pas pour toi, je te laisse ta voix toujours très sage. Merci d'être là avec nous. Merci Maurice. Alors, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour Esteban Mosquera. Esteban Mosquera, colombien, comme notre ami qui est ici à côté de nous. C'est un étudiant qui a perdu un œil lors des manifestations étudiantes en décembre 2018 en Colombie, qui a été victime de la répression. Il a perdu un œil, qui est devenu un emblème des luttes sociales en Colombie, et puis qui, depuis la fin 2021, vous savez, eu une très très forte manifestation en Colombie, qui ont fait 70 morts, c'est passé un peu inaperçu. Il a été l'un des principaux porte-parole des actions de la grève nationale. Esteban Mosquera a été assassiné lundi dernier à Popayan. Ça n'est qu'un parmi beaucoup d'autres, puisque depuis 1996, la signature des accords de paix en Colombie entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC,
Plus de 900 dirigeants sociaux, communautaires ont été assassinés et 284 ex-combattants des FARC qui ont signé un accord de paix avec le gouvernement du Venezuela. Je me suis permis de débuter cette petite intervention avec ça parce que, d'une manière générale, je ne pense pas que vous en entendiez parler beaucoup dans les médias. Alors, Venezuela, vous connaissez la situation. On a un président bolivarien, Nicolás Maduro, élu par les Vénézuéliens, et puis on a un président élu par Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Juan Guaido. On a donc forcément 2 présidents au Venezuela. Évidemment, on ne va pas refaire toute l'histoire, on n'a pas le temps, on m'a donné que 45 minutes. Mais, en mai 2020, vous avez dû vaguement entendre parler, il y a une opération Gédéon. Vous avez 2 groupes de mercenaires qui rentrent venant de Colombie, qui rentrent au Venezuela pour mener une action militaire, pour censément renverser Nicolás Maduro. Cette opération Gédéon, elle échoue. Ses protagonistes se sont arrêtés, ils venaient de Colombie avec la complicité du gouvernement colombien. Et puis très très vite, on va apprendre le dessous de l'histoire. Et là pour le coup, je ne suis pas sûr que vous êtes vraiment au courant. On découvre rapidement qu'il y a eu un contrat qui a été signé entre Juan Guaido personnellement, on a les documents, Juan Guaido, et un mercenaire américain qui s'appelle Jordan Goudreau, un contrat de 212 millions de dollars pour, écoutez bien, j'ouvre les guillemets, capturer, arrêter ou éliminer Nicolás Maduro. Ce contrat, il est révélé très rapidement dans la presse américaine, par le Washington Post, par le Diario Las Americas de Miami, par CNN. 3 semaines après, quotidien Le Monde en France. Juan Guaido, sauvons le Venezuela ensemble. On sait que c'est un criminel, parce que là, je veux dire, c'est un contrat mafieux qui a été signé avec une compagnie de sécurité américaine. Sauvons Juan Guaido ensemble, sauvons le Venezuela ensemble. Coup d'État en 2016 contre Dilma Rousseff au Brésil. Le Monde. Ceci n'est pas un coup d'État. Alors que Dilma Rousseff vient de perdre son principal allié au sein de la coalition gouvernementale, la rhétorique utilisée par la présidente brésilienne et son prédécesseur, dénonçant un coup d'État, relève d'un amalgame douteux. Dilma Rousseff, c'est pas la gauche radicale. C'est pas la gauche radicale. C'est une gauche tout à fait raisonnable. Voilà. On continue. Je vais très bien. Alors là, évidemment, je vous cite Le Monde, mais je pourrais avoir la collection de Libération, de l'Obs, de l'Express, du Point. Je pourrais malheureusement, pour nous qui défendons le service public, vous citer France Culture, France Inter